citer 2 ou 3 couplets, 2 ou 3 versets des Rubaiyat. Et il y en a qui correspondent bien à l'exposé de toutes ces questions concernant la Perse. Par exemple, cette caravane de la vie passe d'une manière bien étrange. Sois sur tes gardes, ami, car c'est le temps de la joie qui s'échappe ainsi. Ne t'inquiète donc pas du chagrin qui demain attend nos amis. Et apporte-moi vite la coupe, car vois comme la nuit s'écoule. La caravane de la vie. Un autre petit verset. En ce monde, celui qui possède la moitié d'un pain et qui peut abriter son individu dans un nid quelconque, celui qui n'est ni le maître, ni le serviteur de personne, dis-lui de vivre content, car il possède une bien douce existence. Et encore celui-ci. Je trouve que ça suffit pour ne pas trop insister. C'est très profond et ça va droit à l'essentiel. Personne n'a pénétré les secrets du principe. Personne n'a fait un pas en dehors de soi-même. J'observe et je ne vois qu'insuffisance, depuis l'élève jusqu'au maître. Insuffisance dans tout ce que mère a enfanté. Eh bien, sur ce dernier verset, nous allons aborder un sujet beaucoup plus grave, le sujet moral et politique, parce qu'il est constant, et il est constant sous la plume des historiens grecs, notamment à cause de la situation politique de l'Orient, du Moyen-Orient. Alors, je vous ai dit que je n'insisterai pas trop sur les dates, mais vous le savez mieux que moi, certainement, d'une part, le royaume de Perse, l'empire perse s'est fondé à partir de populations différentes, les Mèdes qui étaient en somme des dignitaires et les Perses qui étaient plus au sud, les Mèdes plus au nord. Il se trouve qu'un maillon précis de la dynastie qui va donner ensuite la dynastie achéménide, quelqu'un qui s'appelle Astiage, qui est représenté sous l'écriture de Xénophon et d'Hérodote comme le grand-père de Cyrus l'Ancien, c'est le grand-père qui a une fille qui s'appelle Mandane et qui va se marier avec un Perse. Cet Astiage et cette Mandane sont Mèdes et son mari, Cambyse, est Perse. De cette fusion va naître un personnage extrêmement célèbre et qui va être vraiment une sorte de héros prédestiné pour la Perse, c'est Cyrus le Grand. Alors, nous sommes donc là au milieu du VIe siècle, et ce Cyrus va commencer, c'est lui qui va commencer l'extension des Perses à travers le Moyen-Orient ouest jusqu'à l'ouest qui s'appelle l'Asie mineure, qu'on appelle l'Asie mineure aujourd'hui, c'est-à-dire les côtes méditerranéennes. Et il va s'en prendre à Crésus, le fameux Crésus, qui est le roi de Lydie, dont la capitale est Sardes, actuellement la Turquie ouest. Bon. Et ce Crésus, forcément son nom l'indique, vous le savez tous, a des richesses extraordinaires. Alors, il y a aussi, le long de cette côte méditerranéenne ouest, des comptoirs grecs, des cités grecques d'obédience, justement, grecques athéniennes ou spartiates, etc. Et voilà que Crésus voit ça d'un mauvais œil aussi, qu'il y ait des concurrents dans le pays même, enfin comme voisins. C'est très ennuyeux tout ça, que les Grecs, qui ont toujours envie de s'étendre aussi, viennent guerroyer. Alors, bon, Crésus a les moyens, il est fort, il va lutter d'une part contre les cités grecques, mais aussi il va avoir un autre front à combattre qui va être le front perse. Alors, pris entre deux feux, il va d'abord lutter contre les Perses parce que c'est plus impressionnant, ils sont quand même très bien outillés. Pourquoi? Parce que les Perses avaient le javelot et le bouclier, alors que les pauvres petits soldats
de l'Asie mineure, les Lydiens n'avaient que la lance. On n'avait que la lance. C'était vraiment minable par rapport aux soldats grecs qui étaient beaucoup plus équipés. Et ça a joué beaucoup dans les batailles, notamment au siècle suivant, aussi pendant les guerres médiques. On en parlera tout de suite après. Donc voilà, une inégalité aussi de force. Même si les Perses sont très nombreux, ça ne suffit pas. C'est au fond l'équipement qui fait beaucoup de choses. Les hoplites grecs, c'est eux qui étaient d'ailleurs d'origine paysanne, les hoplites grecs, c'est eux qui ont permis de réussir certaines batailles. Voilà ce qu'il faut savoir aussi. Alors, nous allons donc tout de suite commencer par l'évocation de la lutte contre Crésus. Alors, un texte tiré des histoires d'Hérodote, de l'enquête d'Hérodote, qui présente Cyrus en fin de course, en quelque sorte. C'est la fin de la bataille. Elle a été très difficile, évidemment, et vous allez voir ce qui arrive à Crésus, c'est pas très drôle. Bon, donc voilà. Cyrus, de son côté, informé que Crésus, qui, aussitôt après la bataille de Ptérie, avait commencé sa retraite, devait licencier ses troupes après l'avoir achevé, résolut de marcher sur Sardes aussi rapidement qu'il le pourrait. C'était pour lui un mouvement décisif. S'il arrivait avant qu'une seconde fois les Lydiens eussent rassemblé leurs forces, aussitôt conçu, le plan fut mis à exécution. L'armée perse traversa la Lydie, et Cyrus fut, auprès de Crésus, son propre envoyé. Celui-ci tomba dans une grande anxiété, car toutes ses prévisions se trouvaient trompées. Il ne laissa pas toutefois de mener au combat les Lydiens.